Astérix, il faut faire quelque chose. Astérix est devenu... On va parler aujourd'hui du personnage le plus populaire de la pop culture francophone et croyez-moi, il y a des choses à raconter. Rendu populaire dans sa BD, élargissant son jeune public au travers de ses adaptations en dessin animé et l'emblématique doublage de Roger Carrel. En passant par un parc d'attractions construit qui lui est totalement dédié, quand soudain, ce personnage va enfin intégrer le cinéma et en live action. Et si les premières adaptations ont su retranscrire l'essence et le côté cartoonesque du personnage, les rituels qui vont s'installer par la suite pour cette licence au cinéma auront peut-être raison de leur qualité artistique. On va parler aujourd'hui des adaptations cinématographiques d'Astérix le Gaulois. Mais ils veulent plus jouer avec nous les Romains. Tu tapes trop fort, tu les humilies. Moi, je les humilie. Oui, réfléchis un peu. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur l'aventure folle d'une telle adaptation. Nous prendrons le temps d'analyser les différents projets pour enfin déterminer l'avenir que pourrait avoir le petit Gaulois sur grand écran. Mais pour mettre un petit peu de contexte, je vous propose de revenir brièvement sur l'origine de ce personnage. René Goscinny et Albert Uderzo. C'est au sein de l'agence WordPress dans les années 50 que le duo se forme. Ils vont d'abord travailler ensemble sur une série humoristique intitulée Papa le pot rouge, qui ne va malheureusement pas être publiée. Ils continuent ensuite leur collaboration pour la rubrique jeunesse de la Libre Belgique de 1952 à 1954 avec la série Jehan Pistolet puis Luc Junior. Uderzo va illustrer de son côté une rubrique intitulée Qui a raison dans le magazine féminin Les Bonnes Soirées, jusqu'en 53, alors que Goscinny en écrit le texte qu'au début lassé du sujet. C'est donc en 1956 que le duo va fonder leur première agence de presse, Eddy France et Eddy Presse, accompagné du scénariste Jean-Michel Charlier et de Jean Hébrard. Mais c'est au lancement d'un journal pour enfants intitulé Pilote que le duo veut proposer une adaptation du roman de Renard qui ne verra finalement jamais le jour, l'idée ayant déjà été réalisée par Jean Trubert pour le journal Vaillant. Le duo va donc se réunir pour brainstormer sur une idée n'ayant que 2 mois devant eux avant la publication du journal. Ils envisagent de raconter une histoire autour du folklore français, Goscinny demandant alors à Uderzo d'énumérer les périodes les plus intéressantes de l'histoire française. Bien évidemment, la période des Gaulois va très vite arriver sur la table, sonnant comme la bonne idée. Cette période n'ayant alors jamais été explorée en nouvelle jeunesse. Les idées se mettent donc les unes après les autres en place, laissant à Goscinny et Uderzo une autoroute de créativité. Goscinny avait d'ailleurs déclaré « Le personnage a été inventé en 2 heures par Uderzo et moi, dans un éclat de rire. » Ayant pondu un personnage astucieux, intrépide, avec un petit gabarit allant à l'encontre des car design habituels. Mais voulant tout de même lui donner un certain contraste avec un acolyte bidonnant et grand, correspondant alors au style de dessin habituel d'Uderzo. Les 2 personnages devenant les 2 faces d'une même pièce qui pourraient illustrer cette nouvelle aventure. Uderzo et Goscinny arrivent à livrer à temps leur histoire et c'est le 29 octobre 1955 que l'histoire d'Astérix est éditée pour la première fois. Et le succès ne se fait pas attendre. Écoulant ce premier volume à près de 300 000 exemplaires, le public en réclamant alors toujours plus, ayant hâte de découvrir les prochaines histoires d'Astérix le Gaulois. D'ailleurs, chaque édition d'Astérix vont être un tel succès que le premier satellite français lancé va être nommé Astérix. Et donc la suite logique pour Astérix devait être évidemment une adaptation en film d'animation. Cependant, cette première adaptation des aventures d'Astérix en dessin animé va se faire à l'insu des 2 créateurs, n'ayant pas eu de droit de regard sur le projet. Les studios Belvision qui s'octroient la conception avec la complicité de Georges Dargaud qui réussissent avec ce premier opus à réunir 2 415 920 spectateurs, faisant donc grandir un peu plus la notoriété du petit Gaulois. Une deuxième adaptation est donc très vite envisagée et il est pensé dans un premier temps d'adapter le 2e volume d'Astérix, La Serpe d'Or, sauf que cette fois-ci, Goscinny et Uderzo s'interpellent et veulent proposer un autre projet que l'on va évidemment évoquer plus tard. Il faudra attendre une dizaine d'années pour qu'Astérix s'émancipe pour la première fois de sa BD. N'étant plus édité par le journal Pilote, le duo fonde alors les studios Idéfix et Goscinny va travailler avec Pierre Chernat sur un scénario original pour un film d'animation inédit, livrant alors une de ses meilleures histoires. Et il s'agit du film d'animation Les 12 travaux d'Astérix, qui est le tout premier à ne pas être adapté d'une bande originale.
Cependant, les éditions d'Astérix vont connaître un rebondissement inattendu, suite au décès de René Goscinny qui va succomber d'une crise cardiaque, alors qu'il était en pleine gestion de conflit concernant les droits à l'étranger d'Astérix. C'est donc Uderzo qui va faire en sorte que Astérix puisse avoir un avenir prometteur et continue d'exister au travers de ses ouvrages. C'est pourquoi à la suite, à côté des illustrations, il s'investit complètement dans l'écriture des BD. Et Uderzo va tenir sa promesse et Astérix va continuer d'être un succès, à tel point qu'il est envisagé évidemment de faire une adaptation cinématographique en live action. Cela faisait longtemps qu'Astérix avait cette ambition, car le premier projet de live action avait été envisagé par Claude Lelouch dans les années 60. Un projet un peu fou d'embaucher non pas des comédiens, mais juste des personnes au physique atypique évoquant les personnages d'Uderzo et Goscinny. Un projet qui d'ailleurs n'aboutira à rien et va très vite être laissé tomber. Louis de Funès a également envisagé un temps de jouer le petit Gaulois, suggérant alors à Uderzo d'interpréter le personnage mais sans moustache, de peur que le public ne le reconnaisse pas. Cependant, Uderzo va défendre son personnage et indique à Louis de Funès que cela dénaturerait totalement son héros si on lui enlevait sa moustache, et le projet ne se fera donc pas. Quelques années plus tard, le producteur français Claude Berry a su insuffler à son fils la passion pour la production et les projets audacieux. Et Thomas Langmann, du haut de ses 21 ans, veut porter les aventures d'Astérix au cinéma et en adapter le premier volume de la BD. Langmann contacte alors les ayants droit du personnage, dans un premier temps la fille d'Uderzo qui révèle un enthousiasme certain ayant la même vision que Langmann sur le respect de l'œuvre que doit être cette adaptation. Celle-ci s'empresse d'en parler à son père puis à l'exécutrice des droits de Goscinny, sa fille Anne, qui accepte également. Et Langmann pense alors à ce moment-là avoir le poids nécessaire pour convaincre son père de le suivre dans cette aventure. Mais Claude Berry n'est pas particulièrement attaché à la BD et préfère passer son tour. Langmann ne se décourage pas et doit tout de même continuer d'avancer en espérant convaincre d'autres noms importants du cinéma. Il contacte alors en premier l'acteur Gérard Depardieu pour lui parler du projet et lui proposer le rôle d'Obélix. Celui-ci accepte à condition de reporter la production, étant déjà engagé sur d'autres projets qu'il doit pouvoir terminer. Langmann contacte ensuite Christian Clavier et Jean-Marie Poiret, l'un pour Astérix et l'autre pour la réalisation. Clavier et Poiret, qui sortaient tout juste des Visiteurs, acceptent dans un premier temps, puis vont finalement se rétracter, pris par un autre projet de film, Les Anges Gardiens. Le rôle d'Astérix va être alors proposé à l'acteur Daniel Auteuil, qui accepte mais sans vraiment grande conviction, l'acteur s'interrogeant sur le choix du rôle pour sa carrière. Et de son côté, Claude Berry voit que son fils arrive à amener de grands noms du cinéma dans ce projet. Se sentant rassuré, il accepte alors de participer à la production avec son fils. Claude Berry va signer des accords avec Uderzo et celui-ci va lui imposer 3 clauses. Le respect de l'esprit de la bande dessinée, le déblocage de fonds important et que le rôle d'Obélix soit toujours réservé à Gérard Depardieu. Mais entre-temps, les choses bougent et c'est Daniel Auteuil qui préfère se retirer du projet. Claude Berry reprend alors contact avec Christian Clavier, qui après avoir terminé Les Visiteurs 2, accepte de revenir pour jouer Astérix. C'est ensuite le réalisateur Claude Zidi qui est contacté par Berry, et celui-ci va accepter de réaliser le film après un petit temps de réflexion. Le casting se poursuit et dans un premier temps, Claude Berry envisage de recruter une jeune génération pour le film. Sauf que la plupart des personnages de la BD sont loin d'être des jeunes. Il se tourne donc vers de grands noms tels que Michel Galabru pour Abraraccourcix, Claude Pieppu pour Panoramix, Sim pour H-Canonix et Pierre Palmade pour Assurance Tourix. On y verra également Ariel Dombal pour Madame H-Canonix et Jean-Pierre Castaldi pour jouer un centurion. Vous voulez plus jouer avec ses petits camarades? Aïe aïe aïe, c'est idiot. Tu te serais ennuyé sans nous. Aïe aïe aïe. Mais la production étant en partie allemande, 3 acteurs allemands sont donc castés pour Bonne Mine, pour César et initialement pour Falbala. Sauf que Falbala va finalement être interprété par Laetitia Casta, Claude Zidi réussissant à convaincre les producteurs allemands. Et enfin, l'apothéose du casting est confiée à Roberto Bellini pour interpréter Détritus, qui va d'ailleurs refuser le rôle dans un premier temps, étant trop pris par son chef-d'œuvre, La vie est belle, qu'il va d'ailleurs réussir à terminer à temps et finalement accepter de jouer le rôle. Un budget global de 275 millions de francs est débloqué, soit près de 42 millions d'euros, ce qui permet enfin de pouvoir lancer le tournage et faisant de lui le film français le plus coûteux jamais réalisé. Du moins à ce moment-là. Zidi book son scénario et Laurent Baffy est recruté sans être crédité pour peaufiner quelques dialogues. Et pour la petite histoire, il faut savoir que c'est Alain Chabat à la base qui avait été recruté pour les réécritures. Mais celui-ci préfère passer son tour, jugeant le scénario pas suffisamment fidèle à la BD. Ça y est, nous sommes à Munich pour commencer le tournage et plus particulièrement les scènes du cirque romain.
Celles-ci vont demander un gros investissement à la fois financier pour les différents effets numériques, puis pour les cascades et le dressage des animaux présents sur place, qui ont mis en péril à bien des égards la vie de Christian Clavier. Déjà pour la scène des migales, où près de 300 véritables araignées rendues inoffensives par de la cire installée sur leur croc, l'acteur va avoir des réticences quant au tournage de la séquence. Mais il va être rassuré par l'actrice Louba Gertchikov, mère de l'actrice Marie-Anne Chazelle, qui avait déjà eu l'opportunité de tourner avec le dresseur des migales, Guy de Mazuret, dans Un Indien dans la ville. Une chose toute velue, avec des grandes pattes qui tricotent. Un pullover. Par la suite, c'est la société Dubois qui s'occupait des effets spéciaux du film, qui va remodéliser en 3D plus de migales pour donner un effet beaucoup plus volumineux. Mais ça n'a pas été le pire pour Clavier, qui dans une séquence avec de véritables crocodiles, l'acteur devait surfer sur l'un d'entre eux. Un faux crocodile était prévu au milieu des vrais pour la séquence. Sauf que le cascadeur saute par inadvertance sur un vrai et va s'en sortir de justesse sans blessure. À la fin du tournage, certaines migales vont s'échapper, retrouvées mortes de froid pour la plupart, mais l'une d'entre elles va être recueillie par les pompiers, faisant d'elle une mascotte. Les scènes de village vont ensuite être tournées en studio, Ziti voulant privilégier un certain confort pour ses acteurs, qui étaient pour la plupart torse nu pendant le tournage. C'est donc vers les studios de la Ferté-Alais en Essonne que toute l'équipe se dirige. Certains plans vont être tout de même tournés en extérieur, comme celle de la bataille romaine, celle du camp romain, ou celle où Astérix et Obélix accompagnent Panoramix pour sa réunion de druides. Et tournage bouclé, le film peut partir en post-production pour les effets spéciaux. Toujours chapeauté par la Société Dubois, qui entre autres avait travaillé pour des films tels que Les Visiteurs, La Cité des Enfants Perdus ou encore Alien Résurrection. Un doublage français est également prévu pour les acteurs allemands, interprètes de Bonne Mine et César, qui ne parlaient pas un mot français. Le film sort dans les salles et je dois dire que le résultat donne quelque chose de plutôt réussi et assez fidèle à la BD de base. Avec des car design et des costumes, essayant à la fois de respecter la BD tout en restant fidèle à un design historiquement crédible. Bon, même si personnellement, j'aurais enlevé le gilet d'Obélix, qui ne devait avoir son utilité qu'au confort de l'acteur. J'aurais également abandonné le t-shirt blanc d'Astérix, qui à mon sens s'écartait trop du car design original. D'ailleurs, le scénario va offrir une histoire originale qui n'est pas adaptée directement d'une BD. Principalement sur le climax du film, qui offre une histoire inédite quant au lait de licorne ajouté à la potion, donnant la possibilité à nos héros de se dédoubler. Et pour vous dire, quand le film est sorti, j'avais 10 ans et j'étais allé le voir au cinéma, et pour le coup, j'en garde un excellent souvenir. Cependant, même si les salles obscures se remplissent et témoignent d'un véritable engouement autour du film, les critiques n'en restent pas moins mitigées, estimant un scénario trop faible avec des effets spéciaux pas assez convaincants. Mais sans pour autant remettre en question la fidélité de la BD. On peut même dire que sa fidélité à la BD va lui être reprochée, qualifiant alors le résultat global de trop cheap. Bon, après, encore une fois, il faut garder en tête qu'on adapte une BD au style cartoonesque. Il était donc évident d'apporter des effets un petit peu comiques et un petit peu cheap, comme certains pouvaient le prétendre. Permettant ainsi de respecter les accords avec Uderzo et, à mon sens, offrir un très bon film de divertissement. Le film va rassembler près de 25 millions de spectateurs dans le monde, dont près de 9 millions en France, faisant de lui le plus gros succès de l'année 99 devant Star Wars La Menace Fantôme. Succès suffisamment important pour envisager de faire un deuxième opus porté sur grand écran. Claude Berry pense très vite à Alain Chabat pour ce deuxième volet, au vu du succès qu'il avait eu avec sa comédie Didier. Et Alain Chabat, hyper enthousiaste de cette opportunité, se plonge alors dans ses BD d'Astérix pour trouver laquelle il pourrait porter et amener au cinéma. Mais Alain Chabat est sûr d'une chose, il y a un volume qu'il ne veut surtout pas adapter au cinéma, c'est celui d'Astérix et Cléopâtre, qui lui semblait beaucoup trop compliqué techniquement à envisager. Il envisage dans un premier temps d'adapter Astérix Gladiateur ou Astérix Légionnaire. Il en discute avec Claude Berry qui va lui faire une suggestion. Et pourquoi pas faire une adaptation d'Astérix et Cléopâtre ? Chabat hésite, mais Berry est sûr de son coup, lui rappelant alors le contexte dans lequel la BD avait été créée. Goscinny et Uderzo s'étant directement inspirés du film Cléopâtre de 1963 avec Elizabeth Taylor. Et comme on l'avait évoqué plus tôt, Uderzo et Goscinny s'étaient battus pour que Astérix et Cléopâtre soit la deuxième adaptation en film d'animation. Claude Berry en est convaincu. C'est cet album qui, selon lui, a la proposition cinématographique la plus intéressante. Indiquant à Chabat, le Sphinx, les Romains, les pyramides, Cléopâtre, ce sera un spectacle génial à filer aux spectateurs. Claude Berry est confiant et décide de battre son record avec Astérix contre César en dépassant une fois de plus le budget, le montant à 50 millions d'euros et devenant donc à ce moment-là le film français le plus cher. Le film va donc se faire et le résultat est sans appel.
cet opus dépasse de loin les espérances des producteurs et va réussir à mettre d'accord la critique et le public sur la qualité indéniable que Alain Chabat va proposer. Arborant également un casting XXL n'ayant que des grands noms de la jeune et l'ancienne génération. Depardieu et Clavier reviennent pour ce duo iconique, Monica Bellucci est castée pour Cléopâtre et Édouard Baird apporte sa pierre à l'édifice dans ce monologue improvisé par l'acteur devenu tellement culte. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Par ce film, Alain Chabat arrive à iconiser encore plus Astérix, à tel point qu'on pourrait se dire que même au cinéma, le petit Gaulois est irréductible. Je vous embête pas un petit peu avec mes histoires? Du tout. C'est peut-être d'ailleurs cet excès de confiance qui va être à l'initiative de la lente chute de la franchise au cinéma. Donc bien évidemment, un troisième opus est envisagé et la première idée est loin d'être le résultat que nous avons obtenu. L'idée de base était de faire une adaptation de la bande dessinée Astérix en Hispanie et ce projet devait être porté par Gérard Jugnot qui devait donc retrouver son ami Christian Clavier dans le rôle, l'idée étant de pouvoir enfin réunir à nouveau au cinéma toute la troupe du Splendide. En offrant entre autres le rôle de César à Michel Blanc et d'intégrer bien sûr Thierry Lhermitte, Josiane Balasco ou encore Marianne Chazelle. Et Gérard Depardieu, de par ses accords avec Uderzo, est bien évidemment envisagé pour reprendre son rôle d'Obélix. Gérard Jugnot et Claude Berry passent plus de 8 mois à travailler sur le projet avec un script et un casting prêt. Chose à faire, vous allez bientôt avoir un film à faire, c'est-à-dire vous allez faire Astérix en Hispania, c'est-à-dire qu'après Claude Zidi qui a fait le premier, Alain Chabat qui a fait le deuxième, vous allez faire le troisième. Ouais, on commence là à écrire. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, dans la mesure où Uderzo donne un refus catégorique à ce projet. Gérard Jugnot avait d'ailleurs déclaré qu'il n'était ni aigri ni frustré du refus d'Albert Uderzo à la presse, mais simplement déçu étant fan du petit Gaulois. Le tournage prévu en 2004 est donc annulé, mais Uderzo ne ferme pas la porte à un éventuel troisième volet. Cependant, les relations entre Claude Berry et Albert Uderzo vont finir par se détériorer. Uderzo décide d'écarter Claude Berry pour une nouvelle collaboration, décidant de produire lui-même ce potentiel troisième opus, mais reste cependant toujours associé à Thomas Langmann, qui annonce d'ailleurs que cette prochaine adaptation sera tirée de la BD Astérix aux Jeux Olympiques. Mais à défaut de se séparer de Berry, c'est également Christian Clavier qui va également annoncer son départ de la franchise et ne reprendra pas son rôle d'Astérix. Langmann envisage alors de proposer le rôle à Laurent Deutsch, puis à José Garcia, pour finalement voir l'acteur Clovis Cornillac reprendre les traits du petit Gaulois moustachu. Benoît Poelvoorde et Stéphane Rousseau vont également intégrer le casting pour ce qui doit être d'une certaine manière les personnages principaux du film. Et enfin, la réalisation sera confiée à Frédéric Forestier. Le projet semble donc construire quelque chose d'ambitieux, quelque chose d'audacieux et va même aller encore plus loin. Annonçant un casting 5 étoiles avec presque tout le gratin du cinéma français et d'autres personnalités telles que Zidane, Tony Parker, Amélie Mauresmo ou encore Michael Schumacher qui doivent participer au film. Et on va encore battre des records de budget atteignant 78 millions d'euros, record qui à ce jour n'a toujours pas été battu en termes de budget pour film français. Mais si l'ambition du casting semble incroyable, en est-elle de même pour le scénario? En réalité, plusieurs problèmes se posent dans le film, des problèmes qu'on pourrait presque qualifier de publicité mensongère. Dans la mesure où cette fois-ci, les véritables héros ne sont pas Astérix ni Obélix, mais bien Brutus et Alafolix, qui dans un élan de surexposition d'hormones, vont se battre pour obtenir les louanges de la princesse de Grèce. L'histoire s'éloignant alors grandement du matériel de base, ne respectant finalement que l'aspect dopant de la potion magique pour les jeux. Élément qui avait d'ailleurs inspiré Uderzo et Goscinny pour leur œuvre, par rapport aux problèmes de dopage lors des JO de 1968 à Mexico. Y'a tricherie! J'accuse ces Gaulois d'avoir bu de la potion magique qui les rend invincibles! Et toi, t'as rien pris, peut-être? Ça n'a rien à voir, parce que moi, j'ai perdu. Donc cette fois-ci, Astérix et Obélix s'intègrent dans le scénario comme des sortes de mentors, comme des sortes de personnages secondaires, sans vraiment avoir un réel impact sur l'histoire dans sa globalité. Faisant alors du film une sorte de cartoon romantique, spin-off à Astérix, sans pour autant en être une suite digne de ce nom. Et donc on arrive là à une première promesse qui n'est absolument pas respectée. Mais en plus de ça, tout le cast annoncé qui devait être la grande surprise de cet opus se résume à une simple scène finale où Jamel Debbouze fait du Debbouze pour les nostalgiques du volet précédent et offre très peu de temps d'écran à chaque guest, mais suffisamment pour expliquer le budget colossal du film. Et donc on en arrive là à une deuxième promesse qui n'est pas tenue. C'est finalement Alain Delon qui s'en sort presque le mieux, jouant la totale autodérision tout en respectant ce que pourrait être un Jules César digne de ce nom. D'ailleurs, le César du meilleur empereur a été décerné à César.
Donc on voit bien cette fois-ci que Langman s'est reposé sur ses acquis et totalement en roue libre de ce côté enfantin qu'il veut retranscrire à l'image sans vraiment donner un véritable fond et un véritable intérêt. Et donc porter ce qui doit être important dans une bonne adaptation. Car ce qui a vraiment séduit le public dans les 2 premiers opus, le premier volet étant à ce jour considéré comme le meilleur pour la plupart des cinéphiles. D'ailleurs, Benoît Poelvoorde avait témoigné du tournage compliqué qu'il avait vécu et avait même indiqué avoir regretté participer à ce film. Astérix aux Jeux Olympiques, à défaut d'être un mauvais Astérix, est également une mauvaise comédie, basant l'essentiel sur son paraître et non pas sur son contenu. Mais alors, les différentes erreurs commises dans cet opus ont-elles permis une remise en question pour proposer un 4e volet de qualité? Langman envisage cette fois-ci d'adapter la Tour de Gaulle d'Astérix. Et suite au succès d'Intouchable, il veut confier l'écriture à Éric Toledano et Olivier Nakache, puis la réalisation à Christophe Baratier. Ce sont les producteurs Marc Missonnier et Olivier Delbosque qui démarchent Anne Goscinny et Albert Uderzo en leur proposant une adaptation d'Astérix chez les Bretons, qui pourrait être réalisée par Laurent Tirard, qui avait déjà adapté Le Petit Nicolas, autre œuvre de René Goscinny. Et pour le coup, Uderzo et Anne Goscinny sont bien plus intéressés par cette proposition. D'autant qu'ils accordaient leur confiance à Laurent Tirard, et dans la mesure où Langman va perdre les droits d'adaptation, ce qui leur laisse le champ libre pour lancer cette nouvelle production. Mais les acteurs étant liés par contrat à Langman, Cornillac et Gérard Depardieu ne peuvent initialement revenir au rôle d'Astérix et Obélix. Cependant, Uderzo insistant sur le fait que Depardieu était le seul à pouvoir interpréter le rôle, il va tout de même réussir à l'intégrer à la production. Et pour Astérix, c'est Édouard Baird qui va être casté, portant le rôle du Gaulois malgré son apparition déjà remarquée dans la licence en tant que scribe de numéro bis et auteur d'un des monologues les plus célèbres du cinéma français. Le jeune Vincent Lacoste intègre également le casting pour interpréter Goudurix, le film prenant la liberté de se mélanger à l'intrigue d'une adaptation d'Astérix chez les Normands. Et à mon avis, ce nouvel opus réussit à ne pas reproduire les mêmes erreurs que son prédécesseur. Revenons aux basiques essentielles d'une bonne adaptation, la fidélité de l'œuvre et de son lore. D'ailleurs, la critique en général va lui reconnaître également le fait qu'il est bien meilleur que le précédent. Les événements de la BD y sont respectés, l'histoire reste centrale sur nos 2 Gaulois, et la tournure scénaristique ne se perd pas dans la surexploitation de vedettes pour vendre leurs films. Et même Édouard Baird va réussir à s'approprier correctement le personnage, tout en mêlant sa finesse et sa propre personnalité qu'il avait déjà mis en avant avec le personnage d'Otis, n'hésitant pas d'ailleurs à en faire quelques clins d'œil. C'est une bonne situation, bourreau. Non, je vous assure que ça m'intéresse vraiment. C'est parce qu'on a rarement l'occasion de rencontrer un bourreau dans sa vie. Et c'est vrai, quand ça arrive, c'est souvent la dernière fois. Alors. Cependant, n'oublions pas ce proverbe qui dit « le mieux est l'ennemi du bien ». Car même si le film s'en sort mieux que le 3e opus, le public ne retrouve tout de même pas la magie humoristique de Mission Cléopâtre. Comme si les attentes devenaient en baisse, le film ayant du mal à convaincre le spectateur de se déplacer au cinéma. Du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se lancer pour un 5e opus? Bien sûr. Et contrairement à l'opinion populaire, j'ai un avis plutôt nuancé sur ce 5e volet. Anne Goscinny veut faire une refonte complète pour relancer Astérix au cinéma. Une nouvelle direction scénaristique, nouveau casting, et veut que le projet soit porté par des réalisateurs du moment tels que Michel Hazanavicius ou Franck Gastambide. Et cette fois-ci, c'est Yvan Attal qui va produire le film. Proposant cette fois-ci une histoire inédite, ne s'inspirant pas directement d'un des albums d'Uderzo et Goscinny, décidant d'orienter son action vers la Chine. Et Guillaume Canet, qui a eu plusieurs succès en tant que réalisateur avec la production d'Yvan Attal, va être choisi pour réaliser cet opus. Il va annoncer sur ses réseaux qu'il prend également le rôle titre, accompagné de Gilles Lelouch pour Obélix. Et encore une fois, un casting XXL est annoncé, ne sonnant pas cette fois-ci forcément comme une bonne nouvelle. Craignant les mêmes dérives du 3e opus, notamment concernant la participation de Zlatan Ibrahimovic. Et le tournage va également prendre du retard à cause du Covid-19. Obligeant alors de réorganiser la production, et un autre drame va toucher la production dans la mesure où Albert Uderzo va nous quitter à l'âge de 92 ans. Le film finit par sortir au cinéma en 2023, et autant le dire, c'est un véritable lynchage public. La critique est intransigeante à tel point que même selon Guillaume Canet, certains critiques se sont autorisés à fusiller le film sans même l'avoir vu. Qu'ils ont décidé qu'ils aimaient pas le film. Et d'ailleurs, quand même certains se vantent en début de critique, je pense à un en question en fait, qui avait fait une critique sur Europe 1 et qui avait balancé au début de sa critique que
Je vous préviens, de toute façon, évidemment, j'ai pas été voir le film, et évidemment, je n'irai pas pour telle et telle raison, et pourquoi je n'irai pas, et pourquoi je n'aime pas le film. Donc ça, ce qui m'avait vraiment mis en colère, c'est que le lendemain, quand ça a été diffusé, parce que ça c'était en direct, et le lendemain, ils ont remonté en fait l'interview, la chronique, en enlevant la phrase où il dit qu'il n'a pas vu le film. Donc en fait, derrière, il y a des millions de gens qui entendent sa chronique en pensant qu'il a vu le film et que c'est pas bien. Et que c'est pas bien. C'est là que j'aimerais apporter un peu de nuance et vous donner mon point de vue dont on pourra débattre dans les commentaires. Pour moi, Astérix l'Empire du Milieu n'est pas une excellente comédie, mais reste cependant un bon Astérix contrairement au troisième opus. Cependant, il commet les mêmes erreurs quant au budget alloué pour le casting, qui s'en rend donc privilégié par rapport à son écriture et à son absence de répliques marquantes. Malgré le fait que j'adore les films de Guillaume Canet, Les Petits Mouchoirs et sa suite Nous finirons ensemble faisant partie de mes films français préférés, je pense qu'il n'était clairement pas le meilleur choix pour ce genre de film. Pour la simple et bonne raison que Guillaume Canet n'est pas un réalisateur de comédie. Quand on y réfléchit, ces films frôlent le drame, voire la comédie dramatique. Ce sont des satires, mais certainement pas des comédies telles que l'on peut l'entendre. Donc un projet comme Astérix n'était peut-être pas le plus adapté et d'une certaine manière, il l'avouait presque à demi-mot pendant la promotion, faisant une grosse erreur de communication réclamant au public d'aller voir le film parce que sinon, le cinéma français ne financerait plus ce genre de production. Bon. Oui, là j'ai peur, et j'ai peur pas seulement sur moi parce que j'ai une grosse pression aussi derrière moi, parce que j'ai tout le métier aussi, parce que tout le monde est bien conscient que si ce film ne fonctionne pas, il y aura plus de films en France, en tout cas de budget français. En fait, les financiers voudront plus investir sur des films comme ça si les gens ne vont pas en salle. Donc comme on sait que c'est un peu fragile, allez en salle, s'il vous plaît. Le casting en tout cas. Un aveu à demi-mot que Guillaume Canet ne croyait pas en lui-même et en sa proposition. Et de ce fait, je pense que cela a fortement favorisé le public à se faire un avis péjoratif avant même d'avoir vu le film. Mais très honnêtement, je m'étais rendu à l'avant-première et pendant la séance, je me souviens que le public a rigolé à plusieurs reprises. Donc je ne peux pas croire que la plupart des critiques ont fait preuve d'intégrité intellectuelle en dénigrant le métrage. Si on doit faire le bilan, l'adaptation d'Astérix au cinéma se résume à une bonne première adaptation, un film emblématique, mais 3 autres suites qui se reposent sur leur laurier et le succès des prédécesseurs. Surfant sur des rituels qui ne pouvaient marcher à chaque fois, devant pouvoir s'émanciper à minima du succès d'Alain Chabat. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Astérix a un univers suffisamment riche, suffisamment large, avec bon nombre d'histoires, qu'il a encore énormément de choses à raconter pour un nouveau film en live action. Et j'espère vraiment que cette licence ne va pas être oubliée. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.